Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer de modèles tricot et ceci est un podcast où je vous présente principalement mes créations en art du fil. Bienvenue, merci beaucoup de me retrouver pour ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien. On est en novembre et j'ai des petites choses à vous montrer cette fois-ci qui... je l'espère vous plaire. J'ai très hâte de vous montrer certains de ces projets, tous en fait, mais en particulier, puisque j'ai une sortie de patron des tout petits accessoires que j'ai créés à vous montrer. Et je vais vous montrer un gros projet personnel que je tricote depuis, que j'ai tricoté pendant presque un an. Une couverture tout en jacquard. Et enfin, je voulais vous montrer un nouvel en cours torsadé, puisque c'est le grand retour si elles étaient parties, pas vraiment, des torsades. Voilà, donc 3 projets à vous présenter, 3 qui sont en fait 4, vous allez voir. Mais voilà, vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou vous référer à un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les laines et les patrons que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux, et etc. etc. Voilà, je vais commencer avec... On commence en douceur. Je vous garde un petit peu le suspense pour ma couverture, puisque je veux vous montrer 2 nouveaux modèles que j'ai créés, qu'il me semble vous n'avez pas du tout vu, parce qu'ils se sont tricotés à la vitesse de l'éclair. Je pense au film Lightyear, Buzz l'éclair, dont la bande-annonce de Pixar est sorti hier au moment où je filme et qui a l'air ma foi très sympathique à partir du moment où il y a David Bowie dans la bande son. Oui, je signe, il n'y a pas de souci, mais plus vite que Buzz l'éclair, c'est ce petit duo d'accessoires que j'ai créé. Donc j'ai pas tant que ça de petits accessoires tricot, mais j'aime bien de temps en temps en proposer, notamment à cette période pour faire des cadeaux et parce que ce sont des tricots hyper rapides et hyper satisfaisants et qui sont aussi plus accessibles aux débutants. Et donc je vous présente le duo d'accessoires Bosquet. Donc vous avez un bonnet et des moufles assorties. Je vais commencer par vous montrer le bonnet. Donc ce sont des accessoires qui se tricotent en laine très épaisse, en laine hareng. C'est une laine qui m'avait été envoyée il y a un long moment, plus d'1 an je pense, par la marque Purl Soho. Purl Soho, c'est une marque de laine américaine ils ont leur propre boutique à New York si je me trompe pas. Et ils ont une gamme de laine qui est assez chouette et ils m'avaient proposé d'en recevoir pour en découvrir. Donc j'ai reçu 2 qualités et la première c'est la Worsted Twist. Donc c'est une laine hareng très épaisse qui est un pur mérino bien retordu qui a une très chouette définition. Donc c'est le coloris Red Panda parce que voilà, évidemment que j'allais choisir ce coloris. Et donc le bonnet Bosquet, c'est un petit bonnet avec une texture qui ressort pas très bien à la caméra. C'est l'histoire de ma vie. Donc c'est un bonnet tout simple qui se tricote hyper vite et vous avez un point texturé. Alors si je l'étire, on va peut-être voir un peu mieux. Bon, pas tellement. Mais en fait, vous avez des lignes de mailles torse, mailles glissées, des petite maille en vert ici et là et une toute petite torsade qui est une torsade avec une seule maille qui est tirée par-dessus 2 mailles. Et donc c'est un petit point texturé très court, très rapide à faire et intuitif qui donne un effet, voilà, une petite texture avec des lignes différentes. En fait c'est un peu, étrangement ça se voit mieux si je reste loin. Mais voilà, donc c'est une texture qui est hyper facile, hyper intuitive à faire. Si vous n'avez jamais fait de torsade, voilà, il y en a une seule qui est une petite torsade et voilà, c'est une torsade très simple qui se fait juste sur 3 mailles. Donc c'est vraiment accessible aux débutants, c'est pour ça que j'ai pensé ces accessoires vraiment tout basiques.
Et donc sur le bonnet, vous avez plusieurs tailles et vous avez des instructions à la fois en grille et des instructions écrites également. Donc c'est vraiment le plus simple du plus simple. Même si vous n'avez pas l'habitude de lire les grilles, vous pourrez vous y mettre parce que là vous avez les instructions écrites pour la texture, à la fois pour le corps du bonnet et pour la couronne. Donc avec les diminutions. Moi j'ai mis un pompon, vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc c'est un bonnet du coup qui est assez mixte aussi au niveau de la texture. Voilà, avec juste des côtes en bas. Et voilà, on va mettre. Voilà ce que ça donne. Sachant que moi j'ai beaucoup de cheveux. Donc je fais généralement mes côtes assez lâches. Mais voilà. Dans le patron, vous montez un certain nombre de mailles pour tricoter les côtes, ce qui vous donne une certaine circonférence, et ensuite vous passez à la texture. Et donc tricoter en laine à rang, ça va super vite, c'est bien dense, donc ça tient bien chaud, c'est facilement modifiable. Vous pouvez avoir un bonnet avec un effet plus slouchy, parce qu'en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une répétition qui est très courte, qui se fait juste sur 4 rangs, et du coup vous continuez jusqu'à la hauteur voulue. Et ça vous fait un petit bonnet texturé. Et on utilise autour de 150 mètres, ça dépend de votre taille. Donc c'est vraiment ultra rapide à tricoter. Voilà pour le bonnet. Et donc j'ai fait des moufles assortis, comme ça on a le petit duo. Donc ce sont des moufles pareil relativement simples, donc forcément le bonnet c'est quelque chose qui est plus facile à tricoter de base, les moufles, si vous n'avez jamais fait de moufles, c'est aussi un bon départ. Généralement les moufles, si vous savez déjà faire des augmentations, il n'y a aucun souci, hein. C'est disons le truc principal à apprendre. Donc j'ai plusieurs modèles de moufles un peu avec la même forme, et j'ai souvent eu des débutants dans mes testeurs ou des gens qui m'ont demandé ensuite de l'aide, et ça s'est très bien passé. C'est surtout avec une texture aussi simple. Donc c'est une forme de moufle classique avec un gousset sur le côté pour le pouce, et vous avez en fait la texture qui est sur l'extérieur de la main. Non. Voilà, en miroir d'une moufle à l'autre. Donc là sur les moufles c'est pareil, il y a plusieurs tailles qui devraient couvrir ado jusqu'à adulte, homme, etc. Et hop, voilà, donc la paume étant jersey tout simple. Donc elle se tricote en rond, vous faites les côtes et vous incorporez cette même texture. Juste en haut, voilà. Je voulais quelque chose qui soit assez discret, assez passe-partout. Et voilà, pour des moufles. Et dans le patron des moufles, vous avez des instructions en diagramme uniquement. Parce que voilà, il y en a pour plusieurs tailles. Et il y a le haut de la moufle du coup que vous diminuez en rond, qui est sous forme de diagramme. Voilà, donc c'est très simple, mais je voulais quand même préciser que pour les moufles, il y a des diagrammes. Voilà. Hop. Et vous avez une option. Alors moi j'ai fait des moufles normales, mais dans le patron vous avez un lien vers un tutoriel vidéo qui vous explique comment faire des moufles convertibles. Donc ceux qui sont là depuis un moment se souviennent peut-être que... Alors il me semble que c'était en automne 2019, j'ai sorti un patron de moufles. Aussi relativement simple, mais avec une torsade particulière et une pointe en côte, avec un tutoriel vidéo dedans complet pour vous montrer chaque étape pour faire des moufles convertibles. Donc c'est en fait moufles convertibles, ce sont des moufles comme ceci que vous pouvez porter en moufle normale. Donc vous tricotez la moufle et vous pouvez faire en sorte qu'elle s'ouvre. Voilà. Donc c'est une méthode qui est très simple. Encore une fois, il y a plein... Le patron de moufle Albiera, donc qui
qui a ce tutoriel vidéo depuis maintenant 2 ans. C'est en fait mon patron le plus populaire, donc il y a beaucoup de gens qui l'ont tricoté. J'ai eu pas mal de retours de débutants sur cette vidéo, et donc c'est vraiment très accessible, et en fait ça vous permet de rendre n'importe quel moufle convertible après. Voilà, puisque c'est une technique, disons, après coup, où vous insérez un fil contrastant sur la paume pendant que vous tricotez la moufle, et c'est seulement une fois que la moufle est terminée que vous venez faire l'ouverture et les finitions. Et donc il y a un tutoriel vidéo complet pour vous montrer comment faire ça. Voilà. Et vous pouvez le faire sur le pouce aussi si vous voulez, il y a plein de gens qui le font aussi sur le pouce pour pouvoir utiliser leur téléphone. Moi j'utilise mon téléphone avec mon nez, voilà. Non, je pianote pas vraiment sur mon téléphone quand je suis dehors, donc, mais ça peut être hyper utile de l'avoir sur le pouce aussi. Et du coup, je me suis dit, quitte à avoir un patron de moufle hyper simple, autant remettre ce tutoriel. Donc pour les moufles Bosquet, vous avez également ce tutoriel vidéo. Vous pourrez voir certaines versions de mes testeurs qui ont fait des moufles convertibles, du coup, avec ce modèle-là. Parce que je trouvais que c'était plus pratique. Donc voilà, si ce sont ces moufles-ci qui vous plaisent, vous aurez également accès à ce tutoriel vidéo si vous l'avez pas déjà. Mais voilà, pour le petit duo d'accessoires Bosquet, encore une fois tout simple, vraiment basique, mais avec une petite texture qui est marrante à faire, qui ressort bien dans différents types de laine, voilà. Et donc les deux patrons sont disponibles sur Ravelry et Payhip en même temps. Et alors je peux pas le faire sur Payhip, ça ne marche pas. Mais sur Ravelry, quand vous achetez l'un, l'autre est à moins 50% automatiquement en fait. Voilà, donc comme ça si vous voulez le duo, vous avez à un prix plus abordable la possibilité d'avoir les deux. Il n'y a pas de code à rentrer, ça se fait tout seul dans n'importe quel ordre normalement. Tout ce qui est réduction comme ça automatique sur Ravelry, ça marche pas si vous utilisez des codes. Donc, alors moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup de codes pour des patrons gratuits, notamment sur ma page Patreon. Et si vous avez déjà fait des tests pour moi, vous avez aussi un code pour avoir un patron gratuit. Si vous utilisez ce genre de code pour acheter un des deux modèles, ça se fera pas automatiquement. Donc par contre, demandez-moi, parce qu'absolument vous aurez quand même droit à la réduction, il n'y a pas de souci. Mais si vous voyez que ça marche pas parce que vous avez utilisé un code pour avoir un patron gratuit, demandez-moi directement et je vous donnerai un code pour forcer la réduction, disons, dans ce cas-là. Mais voilà, de manière générale, ça se fait automatiquement si vous achetez les deux, que vous les achetiez séparément ou ensemble sur Ravelry. Donc vous aurez le deuxième à moins 50%. Et voilà, et des petits accessoires simples et rapides à tricoter pour l'hiver. Donc si vous avez envie de faire des cadeaux, voilà, pourquoi pas. Faudrait que je m'y mette. Voilà, j'ai pas commencé. J'ai besoin de faire, il y a juste une seule chose que je veux faire. Donc normalement j'ai le temps, mais voilà. Donc j'espère que ce petit duo d'accessoires va vous plaire. Et je vais passer à un autre projet terminé qui est un projet personnel et qui est donc la fameuse, j'en ai fait tout un pataquès. Je vous ai un peu survendu le truc, mais je pense. Il y a un peu plus d'1 an, j'ai commencé à tricoter la Persian Dreams blanket, donc la couverture Persian Dreams de Johnny's Hope, qui est une créatrice canadienne, il me semble, ou enfin par là, voilà. Qui, alors c'est une designer qui fait beaucoup de patrons très différents. Et elle a une passion pour des gros projets épiques en jacquard, et notamment des couvertures. Donc elle a quelques modèles, et j'avais complètement craqué sur la couverture Persian Dreams. Donc je l'ai fini. Après, alors je vais essayer de reculer et de vous montrer la bête, parce qu'elle est beaucoup trop grande. Voilà, alors... c'est une couverture tout en jacquard et je me dis que là je suis loin de mon téléphone donc vous devez peut-être pas bien m'entendre, mais voilà, c'est une couverture tout en jacquard
avec des petites bordures en point mousse. Voilà, là il y a à peu près tout. À peu près. Bon, voilà. Je suis ultra ravie de ce modèle. Donc le modèle Persian Dreams, il y en a plusieurs. Vous avez d'abord une couverture en fingering et moi j'ai choisi de faire la version en laine worsted, donc en laine plus épaisse parce que j'avais envie que ça aille pas si longtemps que ça. Mais donc vous avez la version Persian Dreams worsted, c'est celle que moi j'ai tricotée. Et vous avez dans ce patron là un certain nombre de dessins différents. Vous voyez là, si je me trompe pas, c'est le tout premier qu'on tricote. Vous en avez un différent ici. Celui-ci. Celui-ci. Mon préféré, c'est celui-là. Là, avec celui-ci, les motifs de fleurs ici. Celui-ci aussi, il me semble que je ne vous l'ai pas montré. Il y en a 8 en fait, des différents et ils sont répartis de manière un peu symétrique sur la couverture. Mais vous pouvez aussi acheter, j'aime beaucoup celui-ci aussi. Et il me semble que celui-là, je ne vous l'ai pas montré. Mais vous avez aussi, à part sur Ravelry, vous pouvez acheter ce qu'elle appelle des packs avec différents, encore plus de motifs d'hexagone au choix. Donc si vous voulez pas en faire tout le temps des différents, parce que là parfois on fait 4 fois le même, parfois. Mais vous pouvez en faire plein de différents. Une fois que vous avez le patron de celle-ci, vous pouvez refaire plein de couvertures avec des motifs différents ou même faire des couvertures plus grandes en ajoutant encore plus d'hexagones. Voilà, donc il y a de quoi faire, mais moi j'ai vraiment juste suivi le patron tel quel, le Persian Dreams Worsted, avec les 8 différents motifs qu'il y a inclus de base. Mais voilà, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et elle a d'autres couvertures aussi qui sont un peu faites sur le même principe. Donc, c'est lourd, ça fait 1,3 kg. Le principe, c'est qu'on tricote chaque hexagone séparément d'abord. Ce qui m'a attirée dans le processus de cette couverture, parce que moi, les quelques fois où j'ai tricoté des couvertures, c'était un peu fastidieux d'avoir tout le truc d'un coup, et je sais pas, psychologiquement, ça n'allait pas, c'était pas compatible avec ma façon de tricoter, je pense. Là, au contraire, en fait, vous faites chaque hexagone séparément. Donc vous montez ici, en fait, vous faites un montage en cercle au centre, et en fait, on tricote en rond. C'est quelque chose que je préférais aussi. Tricoter le jacquard, je préfère le faire en rond. C'est pas un problème sur l'envers, mais pour en faire autant, autant le faire de la manière que je préfère. Et donc on tricote en rond en faisant des lignes d'augmentation ici et là pour former donc 6 pointes pour avoir un hexagone. Sur certains, donc vous avez une liste avec, on vous dit telle grille, vous la faites X fois. Et parfois on vous dit, vous allez faire un certain nombre de bordures sur certains hexagones. Et donc les bordures, ce sont ces ajouts en point de mousse ici. Qu'en fait, quand vous avez fini votre hexagone, soit vous mettez toutes les mailles en attente, et donc là ça va être les hexagones qui sont au centre, ici sans bordure, soit vous mettez certaines mailles en attente, et le patron vous dit, faites 2 bordures sur 2 côtés, ou 3 bordures sur 3 côtés, donc ça, les 3 côtés c'est les coins, donc c'est ici par exemple, et en fait vous mettez en attente une partie des côtés de l'hexagone, et vous gardez le nombre de côtés qu'on vous demande de faire, et vous tricotez une bordure en point de blé. J'ai dit point mousse. J'ai l'impression d'avoir dit point mousse à un moment, mais non, c'est du point de blé à plat.
du coup, tout en continuant les augmentations pour bien suivre la forme des pointes de l'hexagone. Voilà, donc ça vous fait des bordures comme ceci. Et voilà, et ça rend vraiment le projet hyper accessible parce que chaque hexagone est hyper rapide à faire en fait. Moi je faisais un hexagone en... donc je tricotais ça sur mon temps personnel, donc le soir et le week-end, parce que je suis assez stricte sur mes horaires de travail, c'est-à-dire qu'à 6 heures je ne tricote plus mes prototypes, je ne travaille plus en fait, sauf... disons veille, SAV et test, c'est le seul truc que je fais le soir et le week-end, sinon je ne travaille pas. Voilà. Et du coup, moi je tricotais un hexagone, si c'était sur la semaine, oui, en 3 soirées, sachant que moi je me couche tôt. Voilà. Donc peut-être il me fallait peut-être aller 5 heures pour 4-5 heures pour tricoter un hexagone, sachant que je suis pas quelqu'un qui tricote vite. Et que je faisais beaucoup de pauses. Et voilà, si je les faisais le week-end, j'arrivais à en faire 3 par week-end. Donc en fait, c'est voilà, c'est assez satisfaisant parce que vous faites petit à petit vraiment les choses. Et après vient l'assemblage. Et voilà, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire le Kitchener Stitch, le grafting, les assemblages. Moi c'est quelque chose que ça me dérange pas du tout, j'aime plutôt bien les faire. Donc voilà, faut partir de ce principe-là. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'en avais jamais fait aussi grand, évidemment, puisqu'en fait, donc il y a 2 choses. Vous devez coudre d'abord les bordures entre elles. En fait, les bordures, vous voyez, elles se chevauchent. Voilà. Donc en fait, j'ai cousu ici, et je suis extrêmement fière de moi. Généralement, ça me dérange pas de coudre et de faire un grafting, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais je suis pas super douée pour que ça soit très propre. Voilà, j'ai pas forcément ce perfectionnisme à ce niveau-là. Voilà, moi, si c'est un peu bizarre, c'est pas grave. Voilà, surtout sur un projet comme ça où vraiment je vais pas du tout... de manière générale, je focalise pas sur des petits défauts. Mais là encore moins, quoi. Enfin, voilà, je pense que c'est assez distrayant. Mais malgré ça, la façon dont elle explique, alors qui est pas forcément... le patron est disponible en anglais, hein, déjà, voilà, de base. Et la façon dont elle explique est pas... Ah, peut-être qu'il est disponible dans d'autres langues, en fait. Peut-être que je me trompe. Mais je pense pas. La façon dont elle explique, c'est un PDF à part avec des photos, étape par étape. Donc, si vous êtes quelqu'un qui apprenait bien avec les photos, c'est nickel. Moi, c'est pas forcément mon truc. Et du coup, j'ai eu un petit moment de... Qu'est-ce qu'elle... J'étais pas sûre des instructions. Alors, il y a les photos, mais il y a aussi une explication où elle vous dit, vous mettez l'aiguille dans ce sens-là, comme ça, machin. Aussi, elle vous explique pas ensuite comment faire le Kitchener Stitch. Enfin, vous allez... J'y viens, étape par étape. Mais la façon de coudre les bordures, j'étais pas très sûre de moi parce que voilà, j'avais ce... Voilà, on a chacun une façon d'assimiler, d'apprendre des choses différentes. Et c'est vrai que moi, des instructions en photo, je sais pas, ça fonctionne pas. Il y a quelque chose qui va pas, et je n'intègre pas les choses correctement. Je sais pas, mon apprentissage visuel est un petit peu trop bête pour ça, je pense. Mais voilà. Et par contre, malgré tout ça, je trouve que c'est extrêmement propre. En fait, ça fait ressortir juste la maille endroit. Et je suis très très fière de ça. Je trouve que ça rend bien mieux que ce que je pensais. Donc en fait, vous rabattez voilà les coins comme ça. En fait, vous voyez, vous aviez des coins comme ça qui partaient de tous les côtés des hexagones. Et en fait, on les fait se chevaucher comme ça. Et donc on fait une couture de ce côté-ci et une couture de l'autre côté. Parce que en fait, vous faites chevaucher le truc. Donc il faut accrocher celui-là, mais il faut aussi accrocher celui-ci de l'autre côté. Voilà. Je fais des trucs particuliers avec mes mains. Mais voilà, donc il faut aussi coudre ici sur l'envers pour éviter que ça se balade. Et du coup, ça fait un petit effet texturé tout autour de la couverture.
je trouve que c'est un détail très sympa. Moi, j'aime bien. Et donc, une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a accroché toutes nos bordures et qu'on a un cercle, maintenant, faut faire un Kitchener Stitch. Et donc, le Kitchener Stitch, c'est vraiment pour assembler 2 morceaux ensemble, en fait, en reproduisant un rang de jersey. Et donc, en fait, on le fait. Voilà, on part de là et on rassemble tous les hexagones ensemble. À chaque fois que vous voyez un espace blanc entre chaque hexagone, ça a été créé par un Kitchener Stitch. Donc la même chose qu'on fait quand on finit des chaussettes par la pointe, sachant que vous pouvez aussi finir des chaussettes en faisant un rabat à 3 aiguilles. Là aussi, je pense que j'aurais pu faire un rabat à 3 aiguilles. Franchement, ouais, si vraiment vous détestez le Kitchener Stitch, mais que le rabat à 3 aiguilles, ça vous dérange pas, c'est tout à fait possible. Ça vous fera juste la petite surépaisseur là sur l'envers, mais je pense pas que ce soit forcément très gênant. Mais voilà, moi le grafting, j'aime bien ça, ça me dérange pas. Et ça m'a pris tout un week-end. Ça m'a pris 2 jours et demi parce que je prends mon week-end le vendredi. C'est l'épisode où je vous dis, en fait, je ne fais rien, je ne travaille jamais. Non, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souvent s'inquiètent de ma cadence de travail. Parce que c'est vrai que je suis assez productive, disons. Mais voilà, j'ai des horaires de travail et assez relax, puisque le vendredi midi, il n'y a plus personne. Enfin, il y a quelqu'un, mais elle est en train de faire un grafting. Je sais pas, je pense qu'il devait y avoir... Ah, je sais pas. Parce que, ok, donc il y a 30 x 6. Et pas forcément x 8, mais enfin... Voilà, ça devait être plusieurs centaines, voire un millier ou plus de mailles. Pas de maths. Pas de maths en vidéo. Mais voilà, ça m'a pris tout le week-end de faire le crafting, en fait. Et c'était en même temps que je l'ai fait, en même temps que finissait le Cal Mystère Saifa, donc qui est un modèle de colle que j'ai fait, où les gens aussi doivent faire un grafting à la fin sur 134 mailles. Et du coup c'était assez drôle parce que les gens qui aiment pas trop faire les graftings, j'avais les échos de personnes qui se battaient pour faire le grafting du col. Et moi j'étais là avec mes 6000 mailles à grafter. Oui, je compatis, je compatis. Mais voilà, ça m'a pris tout un week-end. Mais c'était beaucoup plus fluide que ce que je pensais, très honnêtement. Voilà, moi ça m'a pas du tout dérangé. Je pensais quand même que ça me fatiguerait et que je trouverais ça fastidieux. Mais en fait, pas tellement. C'est vraiment passé tout seul. Je me suis mis devant des films, vraiment, et c'est très très bien passé. Voilà, je pensais en avoir marre, et en fait non. Ça s'est vraiment fait de manière très très agréable. Et donc je suis vraiment vraiment ravie du résultat. Voilà. J'ai utilisé la Hertegarn Lima, qui est c'est une marque danoise, mais je l'ai achetée sur Hobby. Donc je cherchais une pure laine parce que c'est quand même du jacquard, superwash, et parce que c'est une couverture et que voilà, ça va y avoir du frottement. Enfin, ça peut se faire sans. Enfin voilà, après c'est chacun. C'est un peu comme les chaussettes, hein. Chacun a ses propres expériences et ses propres façons de l'usage de tel ou tel type de fil. Mais je cherchais voilà une pure laine pour que ça rende pas mal en jacquard, mais pas spécialement quelque chose qui soit très très rustique. Voilà, pour avoir un peu plus de facilité au cas où il faille la laver, au cas où quoi. Et franchement, il me semble que c'est un fil, que c'est de la laine péruvienne. C'est une pure laine assez basique qui a 100 mètres par 50 grammes et qui se tricote très très bien. Elle est plutôt douce. Enfin voilà, si vous connaissez les qualités de pure laine de Drops, c'est un peu le même équivalent. Et voilà, alors je me souviens plus exactement du prix, mais en plus quand je l'ai acheté elle était en promotion. Mais voilà, c'était... il me fallait un fil pas trop cher.
parce que ça en utilise quand même beaucoup. J'ai utilisé 1750 mètres de coloris principal et 950 mètres de coloris contrastant. Donc dans le patron de base, il y a différentes couleurs, hein. Moi j'ai voulu faire monochrome pour me faciliter la tâche pour mon premier grand projet comme ça. Enfin en fait j'ai fait d'autres grands projets comme ça, c'est juste que là j'avais un peu la flemme de gérer le changement de couleur et de rentrer les fils, etc. En plus de tout. Et je suis très très contente vraiment de ce que ça donne en noir et blanc, je suis ravie. Voilà, donc ça fait quand même un petit paquet de laine, mais moins que ce que je pensais, j'ai des restes. J'ai de quoi faire un gros pull, que je ferai peut-être un jour. Mais je suis vraiment très très contente. N'importe quel fil worsted... Oula, j'ai perdu mon papier avec mes notes. Voilà. Que dire je sais pas quoi dire. Là, elle est pliée en deux, hein, donc voilà, elle est vraiment très très grande. Mon échantillon n'est pas bon hein, par rapport au patron, parce que c'est pas très grave. Voilà, sur une couverture. Mon échantillon est un peu plus lâche, c'est pourquoi j'ai utilisé moins de fils. Et au final, ma couverture est quand même plus grande. Quand je l'ai bloqué sur un grand lit 2 places, pas un king size, mais un queen size. Je sais absolument pas à quoi ça correspond en termes de mesure, je sais juste que c'est ça comme taille de lit, et ça dépassait du lit, enfin vraiment ça s'est hyper étalé. Donc elle est encore plus grande que ce qu'elle n'est censée l'être. Mais c'est une taille qui est facilement ajustable, puisqu'en fait vous pouvez vous faire votre propre dessin et coller les hexagones comme vous voulez. Donc si vous voulez juste faire une petite couverture pour bébé, vous pouvez tout à fait prendre juste peut-être 6 ou 8 hexagones et les mettre comme ça, de sorte à avoir la taille que vous voulez. Je trouve que c'est un patron qui va être bien modifiable comme ça, et comme je vous le dis, vous pouvez acheter d'autres motifs si jamais vous en voulez encore plus, des différents, etc. Je trouve que c'est vraiment très très chouette. En termes d'accessibilité, c'est un gros projet, mais franchement c'est pas très difficile. Si vous avez envie de faire un tel projet et que vous en avez la patience, vous savez que c'est pas tellement le temps que ça va vous prendre qui vous dérange. Moi j'ai mis un peu moins d'1 an, j'aurais pu attendre une semaine de plus, ça aurait fait pile 1 an. Mais j'ai mis un peu moins d'1 an, mais parce que j'ai fait des pauses, pendant des mois et des mois je l'ai pas tricoté. Et puis 1 an pour tricoter une couverture, c'est pas... voilà, c'est un peu... on a un peu un biais qui est faussé hein, avec l'idée de faire des pulls en 2 semaines, c'est ça qui est pas normal. C'est pas le fait de mettre 1 an pour tricoter une couverture, au final c'est vraiment pas longtemps. Mais il n'y a pas trop de difficultés. Les 2 choses, je pense, il faut voir si c'est quelque chose que vous pouvez, que vous savez déjà faire, ou vous serez à l'aise, ou vous pouvez apprendre. Il y a vraiment que 2 choses, selon moi. C'est il faut être à l'aise pour tricoter le jacquard en petite circonférence, parce qu'en fait vous commencez vraiment sur très peu de mailles, et donc vous faites du magic loop un petit peu au début. Enfin, au tout début vous pouvez pas, hein, même il n'y avait pas de mini circulaire comme ça. Hein. Mais voilà, si vraiment ça vous amuse de passer à 20 cm dès que possible, puis 30, puis 40, puis 50, puis 60, ok, mais vous allez quand même avoir un petit peu au début un souci. Donc il faut le jacquard en petite circonférence, il faut être à l'aise, il faut pas serrer. Voilà, c'est pas difficile, hein, c'est juste qu'il faut savoir qu'il faut pas serrer sur ces fils, en fait, sur l'arrière, hein, faut les laisser un peu respirer. Il n'y a pas tellement de croisement de fils dans le jacquard, hein, il y en a à certains endroits, mais c'est pas du tout un jacquard qui est difficile, à part qu'il faut savoir être souple sur des petites circonférences, faire du magic loop sur quelques rangs, voilà, c'est pas une difficulté en fait, c'est juste qu'il faut être lâche, mais je sais que voilà, il faut faire... si on l'a jamais fait, enfin voilà, je sais qu'il y a des gens qui même inconsciemment continuent à serrer, même quand ils se disent il faut pas que je serre. Mais voilà, quand vous tricotez du jacquard et que vous faites passer un fil, il faut pas le serrer.
voilà, il faut penser à ça, faut être à l'aise avec ça. Donc ça c'est le premier truc, le jacquard en petite circonférence, faut... encore une fois, c'est pas quelque chose de difficile et disons que vous allez le faire tellement de fois que à force vous allez prendre le coup de main. Mais il faut au début bien penser à ne serrer pas vos fils. Voilà, c'est tout. Et la deuxième chose, c'est il faut être capable au moment de l'assemblage de bidouiller un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a des endroits où ça va faire des trous. Par exemple, aux jonctions ici. Voilà, vous allez avoir un espace un peu vide. Donc il faut resserrer ce trou, soit en tirant sur vos mailles pour répartir l'excédent et resserrer, soit en cousant avec un bout de fil. Voilà. Quand vous faites le Kitchener Stitch, donc le grafting, l'assemblage, quand il y a 3 hexagones qui se rejoignent, ça s'aligne pas. Parce que quand vous faites un Kitchener Stitch, c'est un peu décalé. En fait, voilà. Et du coup, quand les 3 hexagones se rejoignent, il y a un moment ça va pas, donc en fait il faut les réaligner soi-même. Voilà, donc il faut faire sa tension correcte sur le Kitchener Stitch. Quand vous faites du Kitchener Stitch, comme je vous le dis, en fait vous recréez une ligne de jersey, vous voyez. Et donc il faut que cette ligne de jersey soit de la même tension que les rangs autour que vous avez tricoté normalement. Donc il faut le faire suffisamment souple et tous les 5-6 mailles, juste regarder et voir si vous pouvez resserrer, vous tirez sur votre tricot pour assouplir le truc, etc. Et il faut un peu bidouiller à certains endroits pour que... Mais c'est facile, hein, c'est pas une difficulté, c'est juste que, en fait, vous voyez, vous repérez les lignes d'augmentation de vos hexagones, là vous voyez, et il faut essayer de faire en sorte qu'au moment où vous faites le grafting, elles soient à peu près au même endroit. Donc à un moment, quand vous faites votre Kitchener Stitch, vous devez prendre 2 mailles d'un coup au lieu d'une. Voilà, c'est des petites choses comme ça à faire, qui sont à faire nous-mêmes en fait. Voilà, c'est du bidouillage comme je dis. Voilà, il faut avoir un petit peu l'indépendance de les choses marchent pas parfaitement en respectant toutes les règles, machin. Donc il faut que j'adapte, il faut que j'ajuste. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout faire ça, qui se sentent bloqués quand la chose n'est pas impeccable dès le début. Il y a plein de gens comme ça qui ont besoin que ce soit beaucoup plus clair et qui vont pas avoir l'automatisme de il y a un truc qui est bizarre là, comment je fais pour réparer? Voilà. Typiquement, si vous êtes quelqu'un si vous avez fait une erreur dans une dentelle, vous êtes obligé de tout défaire et vous n'allez pas juste refaire une diminution à un endroit où ça se voit pas pour récupérer le compte-maille. Voilà, si vous n'aimez pas faire ça, parce que il faut que tout soit très très strict et très comment dire voilà, très pas automatique, mais voilà, vous aimez pas bidouiller en fait. Si c'est quelque chose qui vous embête, voilà, ça va être un peu gênant pour faire l'assemblage de la couverture. Donc vous voyez, c'est pas tellement des difficultés, c'est plus quel genre de tricoteur vous êtes et est-ce que ça vous dérange pas de faire des petites choses comme ça où vous êtes un peu libéré des règles et alors je fais mon Kitchener Stitch, il faut que ce soit exactement comme ça, une maille après l'autre, machin. Voilà, si vous êtes un peu plus à l'aise pour bidouiller les choses, c'est simple, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment de difficulté, c'est juste un peu long. Mais si vous n'avez pas la démarche de... si vous avez peur d'être bloqué parce que les choses s'alignent pas parfaitement toutes seules et que vous n'arrivez pas à voir comment vous récupérer quelque chose, là ça va peut-être vous embêter, je pense. Voilà. Mais si après ce que j'ai essayé de vous décrire, vous voyez pas de soucis, vraiment, si vous avez envie de la faire, je vous encourage 1000 fois à la faire. J'aime beaucoup le fait que ce soit fait petit bout par petit bout. Voilà, ça rend la chose hyper accessible et puis voilà. Vous trouvez quelqu'un d'autre pour faire le Kitchener Stitch avec vous en même temps et ça ira plus vite.
Je sais pas. Ou vous, voilà, vraiment, vous pouvez faire un rabat à 3 aiguilles. Hein. Faudra juste le faire sur l'envers. Quoique. À la limite, ça peut même être assez joli d'avoir un effet texturé ici, d'avoir l'envers du rabat à 3 aiguilles. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez contourner, vous débrouiller, machin. Donc voilà, si vous êtes dans cette optique, je pense que qu'il y a moyen d'éviter vraiment le Kitchener Stitch ou grafting. Le Kitchener Stitch, c'est la méthode que vous utilisez la plupart du temps quand vous dites faites un grafting, mais le grafting, donc l'assemblage en français, c'est peut-être... Ouais, je pense que ça doit être l'assemblage qui doit être le meilleur terme, je sais pas trop. C'est parce que c'est pas une couture, justement, en fait. C'est le fait de reproduire un tricot et pas de coudre, mais d'assembler. Et le Kitchener Stitch est une méthode spéciale d'assemblage. Voilà, il y en a d'autres. Mais voilà, si vous aimez vraiment pas ça, il y a contournement possible. Mais voilà. Pour ce projet, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, si jamais vous êtes intéressé pour le faire. Moi, je suis tout à fait ouverte à donner plus de précision. Aussi, si vous voulez le faire, que vous comprenez pas bien l'anglais, parce que je suis pas sûre, hein, mais il me semble qu'elle est pas disponible en français. En fait, c'est des grilles, quoi. Donc, il y a peu d'instructions écrites. Et si vous avez besoin d'aide pour comprendre les quelques instructions écrites qu'il y a, n'hésitez pas à me demander. Voilà. Viens ici, un papier. C'est juste c'est pas des notes, hein, je suis pas si organisée que ça. J'étais au début je faisais des notes, hein, pour mon podcast, etc. Maintenant, je m'en moque. Non, mes standards ont baissé depuis le début. Les vôtres aussi. Hein. Si vous êtes toujours là, après, on est à combien en français? 70 plus épisodes, je crois. Si vous êtes toujours là, c'est que vous aussi, vos standards ont baissé, parce que franchement, c'est... Voilà. Mais je note juste les projets dont j'ai envie de vous parler. Mais voilà pour cette couverture. Et j'ai très envie d'en faire une autre. Il me semble vous l'avoir dit quand je l'avais montée, qu'il y a un autre de ces modèles de Jenny's Hope qui me plaît énormément. C'est la couverture Indian Nights. Et là, qui est en fingering déjà de base, qui a plein de couleurs, qui a une construction qui est aussi en morceaux, mais qui m'a l'air un peu plus alambiquée, dans le sens où, bon, il y a des sticks, mais c'est pas ça à la limite qui m'embête, mais c'est que j'ai lu des projets où ça me parle de monter 800 mailles provisoirement pour faire le grafting à la fin. Ce qui, d'emblée comme ça, non. Mais j'ai quand même très envie de la faire. Donc je verrai le moment venu si je la fais en suivant les instructions ou si je... Parce qu'il y a beaucoup de projets Ravelry et il y a beaucoup de gens qui ont donné des trucs alternatifs qu'ils ont fait pour éviter certaines choses, voilà, comme ce que je vous disais avec ce modèle-ci. Donc c'est la Indian Nights et j'ai très envie de la faire et j'ai déjà la laine pour le faire parce que j'avais pas mal de restes qui pouvaient correspondre et j'ai acheté de quoi compléter. Donc... Peut-être que d'ici quelques mois, je me lancerai, mais c'est dans les rails, c'est prévu. Il y en aura une autre. Voilà. Elle a d'autres modèles un peu dans le même esprit que la Persian Dreams, avec la même construction plutôt simple. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez piocher dans son catalogue. Elle en a quelques-unes qui sont sympas. Et moi, je vais passer à un nouvel en cours que je voulais vous montrer, qui est un de mes projets, un nouveau design sur lequel je travaille. Alors je suis en train d'avancer mes designs et de lancer tous les tests. Les gens qui me suivent, oulala, les gens, si vous êtes dans ma liste de testeurs ou si vous êtes sur ma page Patreon, vous devez me détester parce que j'ai envoyé un appel au test par semaine quasiment depuis fin septembre parce que je veux lancer tous les tests avec beaucoup de délai pour l'année prochaine parce qu'en décembre je veux rien faire. Voilà. Donc là j'ai lancé un nouveau design qui sera un modèle de pull alors oui,
de pull torsadé. Je sais ce que vous allez dire sur la couleur. Waouh, c'est si original, on s'y attendait pas, Audrey, c'est exceptionnel. Zut. Je crois que ça va être mon genre 8e ou 9e vêtement. Exactement dans cette tonalité de rouille. Puis je viens juste de vous montrer les... Enfin voilà, c'est ridicule. Pernilla. Qui est la gamme de Filcolana. Donc c'est leur gamme 100% laine péruvienne que j'aime beaucoup beaucoup. D'ailleurs c'est celle avec laquelle j'ai fait les... En fait dans ce fil là ils ont différentes épaisseurs et ils ont un fil très très épais qui est la Peruvian Highland. Je crois que c'est de la worsted ou Aran et c'est dans ça que j'ai fait ces moufles et ça fait je sais pas si ça fait 1 an ou 2. Mais ces moufles, je les ai beaucoup portées parce que je les avais mises quand j'étais partie en Roumanie, et puis la neige et machin, et les randos, et donc elles ont vécu, et enfin voilà. Je trouve que c'est une très très bonne gamme, celle-ci, la pure laine de Filcolana, qui est très bien en jacquard, qui est très bien sur des torsades et des textures, qui est très 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 sympa, qui est légère. La Pernilla, c'est... Alors elle a 175 mètres pour 50 grammes. Donc c'est une sport qui est très douce. Je la trouve un peu plus souple que la Ulysse de Dererum Natura. Elle est plus douce que la Ulysse de Dererum Natura. Et elle est un peu plus souple enfin c'est une laine peignée, hein, alors que Ulysse est une laine cardée. Du coup, elle est moins gonflante. Donc elle est un peu moins polyvalente en termes d'échantillon. Mais elle est plus fluide, du coup, en comparaison. Et donc... j'avais très très envie depuis très longtemps de me faire un pull en Pernilla et il y a quelques mois ils ont sorti de nouveaux coloris. Filcolana sort régulièrement de nouveaux coloris et donc là c'est le coloris 357 et du coup bah voilà. Et y a-t-il besoin de plus d'explications? Non. Donc j'ai acheté de quoi me faire un pull et ce sera encore un pull torsadé mais je voulais faire un pull des torsades un peu plus simple, un peu plus basique, un peu plus plate, pour avoir un pull, certes avec beaucoup de torsades, mais plus accessible peut-être que les modèles précédents que j'ai pu faire. C'est l'épisode des modèles accessibles. Dans le dernier épisode, c'était Abba la simplicité, et là, je plaisante évidemment, et là, c'est l'inverse. Donc, oui, je sais, vous allez voir ça, vous allez me dire, non, ça n'a pas l'air simple du tout. Mais si. Et donc ça sera un pull tricoté de bas vers le haut, avec des épaules tombantes. Je veux un pull qui soit vraiment confortable, large. Je pense faire un col montant, enfin voilà, comme ça en fait. Hein, voilà, pas roulé. Mais voilà, je veux vraiment que ce soit un pull un peu doudou. Et j'ai déjà quand même beaucoup avancé et ça monte beaucoup plus vite que ce que je pensais parce que c'est de la sport fine et donc je pensais que ça mettrait beaucoup plus longtemps. J'utilise des aiguilles 3,75, je sais pas exactement quel échantillon j'ai encore mais je verrai après. et j'ai tricoté ça en 2 jours. Donc ça monte bien plus vite que ce que je pensais. Et voilà à quoi va ressembler. Donc mon idée c'est d'avoir des torsades sur tout le devant. Je me tire un peu une balle dans le pied niveau gradation parce que ça va être un peu restrictif en termes d'écart entre les tailles, etc. Mais bon, pour un modèle qui sera plus simple, je me dis, voilà, c'est un sacrifice que je veux bien faire. Comme ça, il y aura un modèle un peu plus accessible, même si ça va m'embêter un petit peu. Encore une fois, on voit pas. Donc, mon idée, c'est d'avoir des torsades qui sont assez simples à faire, mais assez plates. Donc, en fait, vous avez donc cette torsade centrale-ci, avec un petit peu de point de riz ici au centre des croisements. Voilà, qui est une torsade assez large. De chaque côté, j'ai un motif en maille en vert qui fait un zigzag. Voilà. Donc ce sera beaucoup mieux quand ce sera bloqué et pas tout rabougri sur des aiguilles 80 cm, mais voilà un petit peu.
Et ensuite sur le reste du devant, un petit jeu de torsade simple que j'aime énormément. Voilà. M'énerve cette lumière, c'est pas très beau. Voilà. Donc ça c'est une torsade... Bah en fait c'est cette torsade-ci, celle-ci, mais faite 2 fois et en miroir. Voilà, c'est assez basique. Ce sont des torsades vraiment, vraiment très classiques qui fait du coup cet effet un petit peu plume. Je trouve que ça ressemble à une plume. Voilà. Et cette torsade-ci qui est très simple, voilà, qui fait vraiment petit médaillon et des lignes de maille envers et maille endroit qui ajoutent un petit peu de texture. Voilà, j'aime bien ça. Je mettrai ça sur des chaussettes également l'année prochaine, si tout va bien. Et le dos sera tout en jersey, les manches aussi tout en jersey. Donc ce sera vraiment un panneau que sur le devant. Et j'ai fait en sorte que ce soit le plus simple possible à suivre, dans le sens où on n'aura à suivre que le centre ici. Parce qu'en fait, une fois que vous avez commencé ça, vous savez que pour celle-ci, il faut faire le croisement un rang sur 2, donc tous les rangs impairs. Et pour celle-ci, voilà, c'est des croisements qui sont simples. Et en fait, comme c'est large, on ne pourra pas avoir toutes les grilles sur la même page parce que sinon on n'y voit rien. Voilà, c'est toujours un peu le jeu. Évidemment qu'idéalement c'est bien d'avoir toutes les grilles sur la même page, mais quand elles sont trop larges, en fait, ça dépasse les marges et si les gens veulent l'imprimer, après ça fait trop petit et on n'y voit rien. Et du coup, ce que j'aime bien essayer de faire, c'est que plutôt que de devoir suivre 2 diagrammes à la fois, c'est quelque chose que j'ai fait aussi pour le pull Phaedra, c'est d'avoir le diagramme important à suivre, celui qui est peut-être le plus compliqué à suivre, et d'utiliser ce diagramme comme point de repère pour les autres. Et en fait, en regardant ce diagramme-ci central, vous saurez à quel rang il faut faire ces croisements-là. Voilà, donc vous n'aurez pas besoin de vous référer aux autres grilles. Voilà, donc l'idée c'est, et en plus là sur l'oscillation en maille envers, du coup vous allez d'un côté puis vous revenez, donc c'est aussi très géométrique et très instinctif. Mais comme ça, en fait il n'y a qu'un seul diagramme à suivre. Ce sont des torsades qui sont simples. Voilà, il n'y a pas de gros croisements comme sur les pulls Umbrella, etc. Là c'est des torsades qui sont plus simples, il y en a moins de différentes. Et ce sera plus intuitif à suivre, je l'espère, en tout cas ça l'est pour moi, mais voilà, on verra ce que ça donne. Et voilà, dos en jersey, donc c'est aussi pour ça que ça monte si vite. Un rang sur 2, c'est un rang repos, c'est-à-dire qu'on tricote les mailles endroit à l'endroit, les mailles envers à l'envers, etc. Donc vraiment ça monte sans souci, et voilà. Je sais pas, j'ai pas trop envie de le faire court, donc je me suis noté 38 cm d'objectif, on verra, enfin oui, la brassière, mais voilà, je verrai, je pense que je vais faire au moins 1 fois et demi ça pour le corps, mais voilà. Très sympa à tricoter, et je vous la conseille vraiment, hein, surtout que les couleurs sont jolies, c'est accessible en termes de prix, c'est vraiment très très chouette. Voilà, donc ce sera un pull qui, je l'espère, partira en test d'ici quelques semaines. Il sortira en mars, puisqu'apparemment, le mois de mars, c'est le mois des pulls à torsade. L'année dernière, c'était aussi en mars que j'ai sorti Umbrella, donc je sais pas. Visiblement, il y a quelque chose là. Et voilà, un petit peu pour tous mes encours tricot. Et je voulais terminer en vous... Qu'est-ce que j'ai noté? Oui. En vous parlant un petit peu de ma page Patreon, puisqu'on est au début du mois de novembre. Et donc si vous ne le savez pas, j'ai une page Patreon à travers laquelle vous pouvez me soutenir. En fait, vous avez un système d'abonnement à différents montants qui est sans engagement. Donc vous venez un mois, vous repartez, etc. comme vous voulez. Et donc c'est un autre moyen d'acheter mes patrons. Et puisque vous avez 1 ou 2 patrons par mois au choix parmi tout mon catalogue de patrons auto-publiés.
Et vous avez aussi tous les mois une vidéo ou voilà, une vlog ou une discussion technique particulière, et vous avez en fait accès à toutes les vidéos passées également. Mais ce mois-ci, le thème c'est relever des mailles. Donc j'ai fait une petite vidéo où je parle un petit peu du relevage de mailles et où je vous montre les cas de figure principaux, comment j'aime bien relever les mailles de différentes façons, et je parle également un petit peu de la notion de ratio, à quel ratio est-ce qu'on relève les mailles, qu'est-ce que ça veut dire, et dans quel cas c'est intéressant de respecter un ratio, et versus dans quel cas il vaut mieux respecter un certain nombre de mailles à relever, quitte à les répartir sans respecter strictement un ratio. Voilà, donc je parle un petit peu de tout ça dans cette vidéo pour le mois de novembre. C'est le thème sur Patreon, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder ça. Comme je vous le dis, vous aurez accès à tout le contenu posté depuis plus de 2 ans. Donc il y a beaucoup de choses, donc vous pouvez venir juste un mois pour voir si ça vous plaît, rattraper les vidéos qui vous intéressent. Voilà, un petit peu pour tout cet épisode tout simplement. J'espère que ça vous a plu, merci beaucoup d'avoir regardé, je vais vous retrouver d'ici 2 semaines pour repartir vers, encore une fois, les contrées du jacquard. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Salut!